Bonjour. On va commencer une partie très importante en physique, c'est le volet de l'optique. À quoi s'intéresse l'optique? L'optique, c'est la discipline qui étudie la lumière. Dans la nature, il y a pas mal de phénomènes physiques de lumière. Par exemple, ici, on a l'arc-en-ciel, qu'on sait tous, qu'on peut expliquer à l'aide des lois de l'optique. Et dans la vie active, il y a pas mal d'appareils qui se basent sur le principe des lois de l'optique. Par exemple, appareil photo, caméra, etc. Mais l'organe ou l'appareil, la caméra la plus sophistiquée, bien sûr, naturelle, c'est l'œil. L'œil humain est une caméra biologique dont la complexité et la performance dépassent largement les appareils optiques les plus modernes. Donc, on va entamer la première leçon d'optique qui va s'intéresser dans un premier temps au rôle de l'œil dans la vision directe des objets, la propagation rectiligne de la lumière et le modèle de rayon lumineux et la mise en évidence des phénomènes de réflexion et de réfraction. Pour la propagation de la lumière, lorsqu'on regarde un objet, la lumière émise par cet objet se déplace jusqu'à notre œil. Peut-on voir le trajet de la lumière? Est-ce qu'on peut voir la lumière? Comment se propage-t-elle? On va essayer de répondre à ces questions, bien sûr, en réalisant des expériences. On commence par, est-ce la lumière est visible ou non? Peut-on voir le trajet de la lumière? On va procéder à une expérience très très simple. À l'aide d'un laser, on éclaire le mur de la salle. On réalise la même expérience en envoyant de la poussière, de la craie sur le trajet de la lumière. Voilà la première expérience. Et la deuxième, qu'est-ce qu'on constate? Dans la première expérience, on ne voit rien. Bien sûr, mais dans la deuxième expérience, on voit le faisceau lumineux. Donc, une fois qu'on a pulvérisé la poussière ici, c'est la poussière qui nous a montré ce faisceau. Donc, le faisceau de lumière est visible, car la poussière se comporte comme des sources secondaires de lumière. En conclusion, la lumière ne se voit pas, mais elle permet de voir les objets. Si l'air contient des corps en suspension, poussière, brouillard, fumée, on peut alors voir la lumière du soleil. Par exemple, en pleine forêt, quand il y a de la poussière, on peut voir les rayons lumineux du soleil. Très bien. Donc, on passe à la deuxième question. Comment se propage la lumière? Aussi, on va faire des expériences très simples. Un élève dispose de manière aléatoire de 3 cartons percés d'un trou devant une lampe. Elle déplace ensuite les cartons pour pouvoir observer la lumière de la lampe à travers les trous. Donc le premier cas, voilà les cartons dont on met un trou, ils sont percés, il y a un trou là. Donc là, deuxième carton, il est décalé. Et le troisième, là, est-ce qu'il regarde la lumière? Et on voit là que les 3 cartons là, ils sont parallèles de telle manière que le trou, bien sûr, les trous sont confondus. Bien sûr, dans le premier cas, il ne voit rien. Il ne voit pas de la lumière. Par contre, dans le deuxième cas, il voit de la lumière. Donc, là, la lumière, il passe, il trouve un obstacle, il ne passe pas. Par contre, là, quand il passe, il y a un passage, donc la lumière passe
ou se déplace selon une ligne droite. Donc la conclusion, dans un milieu transparent et homogène, la lumière se propage à partir de la source en ligne droite. Comment représenter la lumière? Donc, pour représenter le trajet de la lumière sur un schéma, on trace des rayons. Bien sûr, là, on a un faisceau. Et là, un rayon. Un rayon, on va le représenter par une droite fléchée, qui porte une flèche, qui va nous montrer le sens de déplacement de la lumière. Donc, un rayon lumineux est une droite sur laquelle on place une flèche indiquant le sens de propagation de la lumière. Donc on peut représenter un rayon lumineux par une droite, comme j'avais dit, qui porte une flèche pour montrer le sens de déplacement de la lumière. Un faisceau, ça c'est un faisceau, c'est un ensemble de rayons provenant de la même source. Les bords d'un faisceau sont représentés par ces rayons limites. Très bien. Donc on peut récapituler tout ce qu'on avait vu avant comme suit. Dans un milieu homogène et transparent, la lumière se propage en ligne droite. On parle alors de la propagation rectiligne de la lumière. La lumière ne se voit pas, mais elle permet de voir les objets. On représente le trajet de la lumière par un faisceau de lumière délimité par deux rayons lumineux. Un rayon lumineux ou rayon de lumière est une droite fléchée qui indique le sens de propagation de la lumière. Remarque, pour homogène, ça veut dire que les propriétés physiques sont les mêmes en tout point du milieu. Donc on va passer maintenant aux deux propriétés très importantes, phénomènes de réflexion et de réfraction. On commence par la réflexion. Donc là, on a une photo de nature d'une montagne, bien sûr, comme vous voyez. Il y a là l'image par réflexion de cette montagne. Bien sûr, en général, chaque matin, on se présente devant un miroir, mais on ne se pose jamais des questions. Par exemple, si l'image perçue est identique à nous ou pas, est-elle réelle ou non? La main dans le miroir est-elle la main gauche ou l'image de la main droite? Comment se forment les images dans les miroirs? Donc, pour la loi de Descartes de réflexion, comme on fait toujours en physique, pour dégager des lois et des relations, on a affaire à des expériences. Là, l'expérience qu'a fait M. Descartes, on envoie un rayon lumineux sur un miroir plan posé sur un disque optique gradué. Donc voilà, un disque optique gradué, il y a là un miroir. Donc, bien sûr, il est réfléchi. Voilà si vous voulez, le rayon lumineux incident, c'est-à-dire qui arrive sur le miroir, et là, il est réfléchi. Cette perpendiculaire-là, c'est ce qu'on appelle la normale. On attribue à l'angle là qui est entre la normale et le rayon incident, c'est ce qu'on appelle l'angle d'incidence, et l'angle qui est là, c'est ce qu'on appelle l'angle de réflexion. Donc l'expérience consiste à attribuer à l'angle d'incidence des valeurs, et puis après on mesure la valeur de l'angle de réflexion. On trouve les résultats suivants. On constate que les I, donc la valeur de l'angle d'incidence I, est égale à la valeur de l'angle réfléchi R. Donc les angles d'incidence et de réflexion sont égaux. I est égal à R. La conclusion, les lois, bien sûr, de réflexion sont comme suit. La réflexion des rayons lumineux sur une surface réfléchissante obéit aux lois de Descartes.
Bien sûr, la première loi dit que le rayon incident et le rayon réfléchi et la normale se trouvent sur le même plan. D'accord? La deuxième loi dit bien sûr qu'on a fait, c'est que l'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion. Remarque, les angles, comme j'ai expliqué tout à l'heure, mais ici avec le schéma, donc l'angle, les angles, ils sont toujours tous mesurés entre les rayons et la normale. Entre les rayons, par exemple, l'angle d'incidence, c'est l'angle formé entre le rayon et la normale. L'angle réfléchi, c'est l'angle formé entre la normale et le rayon réfléchi. Comment obtenir, bien sûr, l'image? Comment l'image obtenue par un miroir plan? On va faire l'exemple d'expérience très connue de deux bougies. Voilà, deux bougies. Il y a une, bien sûr, allumée et l'autre qui est éteinte. L'expérience de deux bougies nous montre que lorsqu'on place de part et d'autre d'une vitre symétriquement par rapport à celle-ci, deux bougies identiques, celle du côté de l'observateur est allumée et l'autre ne l'est pas. Par exemple, celle-là, elle est allumée et l'autre ne l'est pas. L'œil, quelle que soit sa position, voit une flamme sur, bien sûr, juste au-dessus de la bougie non allumée. Donc les deux bougies sont à la même distance de la vitre et leurs dimensions sont les mêmes. En conclusion, je peux dire que l'image se trouve dans une position symétrique de l'objet par rapport au miroir blanc. La taille de l'image est identique à celle de l'objet. Très bien. Donc là, on passe à la construction de l'image. Géométriquement, comment on peut procéder à la construction, par exemple, d'image de A. Un point A, on essaie de construire le symétrique de A par rapport au miroir. Donc A, symétrique de A, c'est A'. Qu'est-ce qu'on remarque? Le rayon là, c'est le rayon incident. Et là, le rayon réfléchi. Le rayon réfléchi paraît comme s'il vient de A'. Ça va? C'est clair? Là, c'est A. Donc, le symétrique de A' par rapport au miroir blanc. Et pour le rayon là, c'est le rayon incident, le rayon réfléchi. Le rayon réfléchi, si on suit son allongement ici, là, il paraît comme s'il vient de A'. Très bien. Donc, on passe au deuxième phénomène de la réfraction de la lumière. D'abord, il faut mettre en évidence cette réfraction par une expérience très très simple. Un verre d'eau, bien sûr, et un crayon. En plaçant le crayon dans le verre d'eau, on a l'impression comme s'il était cassé. Mais normalement, il n'est pas cassé. Donc, qu'est-ce qui a été cassé? C'est la lumière avec laquelle on voit. Donc, les objets, comme on avait dit au début du cours, les objets éclairés qui sont vus. Donc, la lumière qui a été cassée ici, qui a changé de direction, si vous voulez, parlant physique, pas cassé, mais il a changé de direction. C'est pour cette raison que le crayon nous paraît comme s'il a été cassé. On passe aux lois de Descartes de la réfraction. On va procéder de la même manière, c'est-à-dire une expérience, mais cette fois-ci, on va utiliser une hémisphère en verre, bien sûr posée sur un disque optique gradué. Il est réfracté, bien sûr, voilà la source, le rayon incident, là, le rayon réfracté. Et on va attribuer à l'angle d'incidence différentes valeurs et on mesure les valeurs du I2.
une petite remarque avant de passer au résultat. Ce rayon-là, lumineux, on constate qu'il se rapproche de la normale. D'accord, les résultats. Pour les résultats, on obtient le tableau de résultats suivants. Bien sûr, les valeurs là, c'est pas comme la réflexion, ils sont pas les mêmes, donc ils sont différents. Donc c'est pour cette raison qu'on va calculer le sinus de I1 et le sinus de I2, et on va essayer de tracer une droite, et en fin de compte, on arrive, la courbe est une droite, et nous déduisons de la droite que la relation N1 sinus I1 est égale à N2 sinus I2. N1, c'est l'indice de réfraction absolue du milieu 1. N2, l'indice de réfraction absolue du milieu 2. N, bien sûr, c'est l'indice de réfraction qui caractérise le milieu. Donc, les lois, la réfraction des rayons lumineux sur des surfaces transparentes obéit aussi à des lois appelées lois de Descartes. Le rayon réfracté et le rayon incident. Donc le rayon réfracté et le rayon incident. Donc voilà le rayon incident, voilà le rayon réfracté. Et la normale sont dans un même plan, c'est le plan d'incidence. Donc ce plan-là. Donc la première loi, rayon incident, rayon réfracté, la normale appartiennent au même plan. Deuxième loi, les angles d'incidence I1 et de réfraction I2 sont liés par la relation N1 sinus I1 est égal à N2 sinus I2. Bon, remarque. En cas d'incidence normale, I1 est égal à 0, le rayon ne dévie pas. I2 est égal à 0. Lorsque le rayon passe d'un milieu à un autre, plus réfringent, N1 inférieur à N2, il se rapproche de la normale. Lorsque le rayon passe d'un milieu à un autre moins réfringent, bien sûr N1 supérieur à N2, il s'éloigne